Bien, bonjour, bonsoir et salut tout le monde. Bienvenue dans cette formation qui va durer 5 jours, 5 séances en création de sites web. Donc, comme vous le savez, nous ne sommes pas là pour coder, pour apprendre les langages informatiques pour créer des sites web. Non, nous sommes là pour créer avec du no-code, c'est-à-dire pas de code. Et donc, quel outil on va utiliser, comment ce processus se passe, comment on touche à cet outil, comment on l'installe, à quoi ça ressemble, comment on l'utilise, jusqu'à créer notre premier site, comment convenablement créer un site, comment concrètement obtenir un site, comment designer le site, comment mettre des fonctionnalités sur le site, comment peaufiner le site, comment mettre en ligne le site. Nous allons voir tout ça lors de ces 5 jours. Aujourd'hui, nous allons commencer par comprendre tout ce qui tourne autour du web. De quoi avons-nous besoin pour obtenir un site web, ainsi que sur quoi nous devons créer le site. Donc, nous allons parler de c'est quoi réellement un site web, comment est-ce que ça se crée, parce que pour créer quelque chose, on a besoin des ingrédients. Les ingrédients d'un site web, c'est quoi? Avec quoi, dans quelle marmite on va préparer ça? Donc, on va aborder tous ces petits détails. Nous n'allons pas employer des termes techniques comme par exemple un site web, c'est un ensemble de pages reliées entre elles par des hyperliens avec des pages HTML, du CSS, du JavaScript. Non, non, non. Nous n'allons pas rentrer dans des termes techniques. Nous allons supposer que tout le monde ici est novice. Et donc, nous allons employer des termes terre à terre, des termes que nous connaissons tous. Nous allons donc vulgariser le site web pour que ça soit compréhensible à tout le monde. Donc, voici les questions auxquelles nous devrions répondre tout au long de cette séance. Nous devrons d'abord répondre à quelques questions et ensuite nous allons installer WordPress sur nos ordinateurs et découvrir l'interface de WordPress. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suppose déjà que certains parmi vous ont déjà installé WordPress, mais nous allons reprendre ça lors de cette séance. L'occasion pour vous aussi de comprendre réellement le pourquoi nous avons installé un élément avant un élément et puis un élément. Donc ce processus que vous aviez réalisé avant cette séance, vous allez comprendre réellement de quoi il s'agissait et vous avez la chance de l'avoir installé au préalable, donc vous n'aurez pas de soucis de lenteur d'installation ou de téléchargement ou de quoi que ce soit. Alors, d'abord, puisque nous sommes là pour la création de sites web, avant de créer quelque chose, il faudrait d'abord savoir ce que c'est réellement. Je sais que vous visitez des sites web tous les jours. Je sais que vous visitez des sites web matin, midi, soir. Mais dès que vient l'occasion de définir avec des mots un site web, ça devient un peu compliqué. On sait ce que c'est, mais pour y mettre les mots, si je vous le demandais, ça serait un peu bizarre de l'expliquer. C'est comme si je vous demandais d'expliquer c'est quoi une couleur. Vous savez très bien ce que c'est qu'une couleur, mais pour l'expliquer en mots faciles pour un enfant, ça serait bizarre pour vous. Donc c'est la même chose ici. Mais pour comprendre ce qui est difficile à expliquer, mais qui est facile, pour comprendre ça, il faudra connaître son but, connaître à quoi ça sert. Si vous savez ce à quoi ça sert, vous savez ce que c'est probablement. Donc avant de définir convenablement ce que c'est qu'un site web, nous allons voir d'abord à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Un site web, ça nous sert à quoi? Et donc c'est quoi finalement? Donc un site web, son but principal. Alors le but principal d'un site web, c'est la dématérialisation. Dématérialiser.
Donc, le site web nous permet de dématérialiser quelque chose. Alors, dématérialiser veut dire quoi? Prenons un exemple palpable, un exemple réel. J'ai une boutique où j'envisage créer une boutique. Je peux décider d'avoir la boutique dans le monde réel et en présentiel, en physique. Je peux décider d'avoir une boutique physique. Mais je peux aussi décider de dématérialiser ma boutique. Donc, je peux aussi avoir une boutique physique et dématérialiser ma boutique au même moment. Donc, dématérialiser quelque chose, c'est de rendre cette chose virtuelle. Alors, pourquoi se torturer à rendre quelque chose virtuel? Vous allez voir que ça a plein d'avantages. Premièrement, ça enlève la contrainte de distance, la contrainte de lieu. Donc, quand on dématérialise quelque chose, plus besoin que les gens se déplacent ou plus besoin que les gens se trouvent dans la même zone que vous avant de pouvoir visiter, d'explorer ou obtenir quelque chose. C'est le but, l'un des objectifs de dématérialiser quelque chose. Donc, si je dématérialise ma boutique, par exemple, je rends ma boutique virtuelle, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand peut décider d'explorer mes produits, que ce soit minuit, 3 heures, la personne peut explorer mes produits, acheter mes produits et se faire livrer quand l'heure de livraison sera là. Donc, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge là. Ok, je crois que ça va mieux. Donc, c'est ça l'un des objectifs de la dématérialisation. Donc, dématérialiser enlève la contrainte de lieu. Non seulement la contrainte de lieu, de distance, mais aussi la contrainte d'horaire. Plus besoin que vous soyez à vos heures d'ouverture avant que quelqu'un accède à vous, à vos services, avoir des infos sur vous, obtenir vos produits, non? Donc, vous enlevez aussi la contrainte d'horaire et vous enlevez plein d'autres contraintes. Mais quelques objectifs d'un site web, c'est d'abord dématérialiser quelque chose, rendre cette chose virtuelle. Quand vous rendez quelque chose virtuel, c'est que vous avez un objectif. C'est d'abord d'enlever la contrainte de distance. Peut-être vous avez une entreprise. Les gens voudraient avoir des infos sur vous, vos services, combien ça coûte, quels sont les autres services que vous proposez, ou de détailler le service que vous proposez. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un de physique, de réel, pour répondre aux appels, pour répondre aux messages, pour répondre aux mails, par rapport à tout le monde. Ok. Et pour m'assurer, c'est le lien que vous avez obtenu depuis le site web, bon, depuis là où vous êtes inscrit, c'est ça? C'est ce lien en question. Ok, parce que je reçois des messages que le lien ne fonctionne pas. Je voudrais m'assurer que c'est via ce lien que vous êtes ici. Ok, parfait. Oui, Pierre. Oh, ok. Donc, je parlais, on était en train de débattre des objectifs d'un site web. Donc, de comprendre à quoi ça sert pour avoir une idée encore plus claire des sites web. Et comme je le disais, un site web, ce n'est pas seulement pour faire joli. Normalement, le but principal d'un site web, c'est de dématérialiser quelque chose. Et on peut dématérialiser plein de choses. On peut dématérialiser une entreprise, on peut dématérialiser le service de communication d'une entreprise. Au lieu que vous donnez les infos vous-même tout le temps, vous pouviez avoir toutes ces infos sur un site web. Et quelqu'un qui a besoin de vous découvre le site, visite vos services, vos produits, vos contacts, vous contacte directement depuis la plateforme, etc., etc. Vous pouvez aussi dématérialiser des formulaires. Au lieu que les gens passent s'inscrire chez vous, vous pouvez avoir un site
d'inscription en ligne, donc un formulaire en ligne. Vous pouvez dématérialiser une école. Vous pouvez rendre cette école virtuelle. Donc, au lieu que les gens ne se déplacent avant de suivre vos cours, ils peuvent suivre le cours en ligne. Par exemple, Google Meet, c'est un site web. Bien sûr, ça a son application aussi, mais de base, c'est un site web. Donc, on nous a dématérialisé le fait de faire des formations en physique. Donc, on peut faire des formations en ligne, comme on est en train de le faire. On peut faire des réunions en ligne. On peut faire des séances privées, de coaching, de tout ce que vous voulez en ligne. Donc, on nous a permis de dématérialiser cet aspect de notre vie quotidienne. Donc, déjà, on a vu que la contrainte de lieu a été enlevée, la contrainte d'horaire a été enlevée, mais ce n'est pas tout. Un site web vous fait aussi paraître professionnel. Donc, l'un des objectifs pour certaines personnes d'avoir un site web aussi, c'est de paraître professionnel. Parce que si vous voulez vous faire démarquer auprès de la concurrence pour une entreprise, par exemple, si le gouvernement lance un appel d'offres, par exemple, ou une très grosse entreprise lance un appel d'offres, et qu'une entreprise A s'y pointe avec un site web, et qu'une entreprise B s'y pointe avec son compte TikTok ou sa page Facebook, c'est l'entreprise qui a le site web qui paraîtra plus professionnel, même si les autres, de manière concrète, étaient professionnels. On verra, avant même de parler aux gens, bon, ceux qui ont un site web paraîtront plus professionnels. Donc, certaines personnes aussi, eux, leur objectif en créant un site web, c'est de se faire démarquer, c'est de paraître professionnel. Non seulement ça aussi, ça permet d'accroître sa visibilité sur Internet. En quoi ça peut accroître votre visibilité sur Internet? La plupart des gens, quand ils cherchent quelque chose et qu'ils ne connaissent pas encore une entreprise ou une entité qui propose ce qu'ils veulent, ils vont sur Google pour aller faire une recherche. Et si la personne tape par exemple chaussures à Lomé et que sur votre site web, vous vendez des chaussures ou vous parlez de chaussures, les moteurs de recherche, les robots d'indexation vont faire voir votre site web sur les premières pages. Donc, c'est ça le référencement naturel. Si vous avez un site web, vous avez plus de chances d'apparaître en haut dans les premières pages, dans les premières lignes des résultats de recherche. Donc, pour résumer, les objectifs principaux des sites web, c'est d'abord de dématérialiser, rendre virtuel quelque chose, ce qui enlève la contrainte de lieu, la contrainte d'horaire, ce qui vous permet de paraître professionnel. Un site web fait paraître professionnel et aussi un site web accroît votre visibilité. Il y a deux types de profils ici aujourd'hui. Il y a certains qui sont là pour faire de la création de sites web une activité lucrative et d'autres qui sont là pour créer des sites web ou un site web pour leurs propres activités ou leurs entreprises. Donc, peu importe votre profil, vous êtes les bienvenus dans cette formation. Bien, nous venons d'avoir une idée globale de ce que c'est qu'un site web et par la même occasion, nous avons vu le but principal et les objectifs d'un site web. Ok, nous savons que les sites peuvent dématérialiser plein de choses, ce qui nous donne l'occasion aussi de parler des types de sites web qui existent. Parce qu'il y a plusieurs types de sites web selon le contexte, selon ce qu'on veut dématérialiser, ou selon notre entreprise, ou selon notre objectif, ou plein de choses. Bon, si l'objectif de quelqu'un c'est de paraître professionnel avec un site web par exemple, lui va s'orienter vers un site
vitrine. Et un site vitrine, c'est un type de site web qui permet de présenter un projet, une activité, une organisation, une entité de manière professionnelle, de manière esthétique, de manière moderne. Donc quand on parle de site vitrine, c'est un site de présentation. C'est un site qui va présenter vos services avec une belle page d'accueil, des éléments seraient dynamiques dessus, ça serait esthétique avec une ambiance moderne. Voilà, donc il faut que ça soit joli, mais que ça présente vos objectifs. Ça ne va pas, vous n'allez pas créer un site web avec des listes, juste un bloc de description et des listes pour un site vitrine. Un site vitrine, son objectif, c'est de vous faire paraître professionnel et par la même occasion de dématérialiser votre service de communication parce que les gens vont vous découvrir puisque c'est un site de présentation. Très souvent, les entreprises veulent des sites vitrines pour que les gens découvrent leurs services par la même occasion que dès que quelqu'un cherche un des services qu'il propose sur Google, que les moteurs de recherche les indexent vers les premières pages des résultats de la recherche. Donc, vous voyez que au fur et à mesure que vous voulez un objectif, un autre objectif rentre en jeu, un autre objectif rentre en jeu, et au final, le site web sera d'autant plus avantageux pour l'entreprise, pour vous, pour votre activité, pour votre projet. Donc, on vient de parler d'un site vitrine qui ne fait que présenter votre entreprise, votre association, votre projet, votre activité. Nous avons aussi un type de site très populaire, les sites e-commerce. Donc, un site e-commerce, lui, son objectif, c'est de vendre en ligne. Donc, si vous avez une boutique physique ou si vous n'avez pas de boutique physique, mais vous voulez vendre, vous pouvez créer un site vitrine. Vous pouvez avoir vos stocks à la maison et vendre via un site e-commerce, excusez-moi. Donc, le site e-commerce va vous permettre de présenter vos produits, catalogue de vos produits, et ensuite d'intégrer les moyens de paiement direct, les systèmes de livraison, vous rejoindre automatiquement sur WhatsApp après paiement ou après, voilà. Donc, vous avez un système complet de site web, ajout au panier, combien de quantité la personne veut, la personne se trouve où, et voilà, quelle variable la personne veut, s'il y a le rouge, il y a le bleu pour l'habit. Donc tout ça sera automatisé sur le site. Le site vous permettra de vendre. Donc un autre type de site web aussi très populaire, c'est les sites magazines. Ce qui est dans ma gorge là ne veut pas sortir. Bon, j'ai éteint le micro pour essayer de vraiment le faire sortir, mais bon, j'espère que... Ok. Là, je parlais des sites magazines. Donc, le type de site magazine, c'est un site qui permet de faire passer des actualités, des articles. Un journal peut décider d'avoir un site magazine pour publier très régulièrement ces news, ces actualités. Donc, les sites magazines sont des sites qui vont très souvent publier des articles, que ce soit articles de blog, articles d'actualité, peu importe, mais tant que vous voulez publier quelque chose très régulièrement, comme des news, des actualités, des articles de blog, vous avez besoin d'un site magazine. Et donc, tous ces différents types de sites que je suis en train de lister ont des caractéristiques de présentation très particulières. Pourquoi? Parce que si vous voyez de base un site e-commerce, même si vous ne lisez pas le site juste d'apparence, quand vous voyez un site e-commerce, vous savez que c'est un site e-commerce, vous savez qu'on vend sur ce site. Parce que le type de site e-commerce a une apparence particulière. Donc, peu importe si vos designs sont uniques, mais ils ont quand même une apparence bien particulière. C'est comme quand vous voyez aussi les vendeurs de Aïmolu, même sans savoir qu'ils vendent Aïmolu, instinctivement, vous savez que là-bas, c'est Aïmolu, on vend et non spaghetti. Et quand vous voyez là où on vend spaghetti, vous savez que là-bas, c'est spaghetti, on vend et non comme. Donc, les sites aussi, les types ont des constructions particulières et on verra ça au fur et à mesure de cette formation. Et lorsqu'on attaquera la création, vous verrez que le type de site va influencer beaucoup sur le design qu'on va
adopter et qu'on va appliquer à notre site web. Donc, nous étions sur les sites magazines. Nous avons aussi les sites annuaires. Un site annuaire, c'est un site qui va lister des choses. Ça peut lister des entreprises, ça peut lister des emplois. Donc, des sites qui listent des emplois, qui publient des emplois, ce sont des sites annuaires, mais spécialisés type emploi. Des sites qui listent des biens immobiliers, des propriétés immobilières, c'est un type de site annuaire. Des sites qui listent des entreprises, des restaurants dans une région, voilà, ce sont des sites annuaires. Des sites qui listent des petites annonces, bon, ce sont des sites annuaires. Donc, on a aussi des types de sites e-learning. E-learning pour l'éducation en ligne, les cours en ligne. Et vous avez plein d'autres types de sites. Des sites portfolio. Donc, un site qui va présenter vos réalisations. Des sites de CV, même carrément en ligne, qui peut ressembler au site portfolio, mais qui est beaucoup plus personnel. Et enfin, vous avez plein de types de sites web, mais nous avons listé les plus populaires, les plus souvent demandés, les plus souvent créés. Bien, pour résumer, les types de sites web que nous avons juste listés, c'est les sites vitrines pour la présentation, les sites e-commerce pour la vente en ligne, les sites magazines pour les news, les actualités, les articles de blog, les sites d'annuaires qui vont lister des choses, les sites e-learning qui vont faire des cours en ligne, qui vont nous permettre de faire des cours en ligne, de préparer des cours en ligne, d'enregistrer des cours en ligne ou de le faire en direct, des sites, etc., etc. Ok. Maintenant que nous savons les buts des objectifs, combien et ce que voudrait peut-être dire un site web. Et nous avons une idée générale du site web. Nous savons à quoi sert un site web. Nous savons pourquoi des gens veulent des sites web. Les objectifs peuvent différer et diverger. Voilà. Et que nous savons les types de sites web qui existent. C'est bien. Maintenant, parlons des moyens de création d'un site web. Parce que là encore, il y a plusieurs manières de créer un site web. Il faut qu'on voit toutes ces différences avant d'arriver où nous voudrions aller. On ne va pas tomber directement, je vous dis, cliquez dans WordPress, clique ici, clique ici. On va devoir comprendre ce que nous sommes venus faire. En tant que professionnels en création de sites web, nous devrons expliquer ce que nous sommes en train de faire à nos clients ou le site qu'on veut réellement pour nous. Est-ce que c'est un site tel? Est-ce que c'est tel moyen on va prendre pour créer notre site ou bien? Voilà. Donc, quels sont les moyens de création d'un site web? Nous avons plusieurs manières. La manière traditionnelle, c'est on code. Voilà, tu prends un éditeur de texte, tu commences par les balises HTML, tu codes, tu stylises, bien tu ranges, tu mets en forme, tu mets en page, tu donnes du style avec du langage CSS, tu combines avec du JavaScript pour dynamiser un peu ton site, pour rendre ton site vivant, dynamique. Si tu as besoin d'une communication serveur, là tu appliques du PHP. Si tu as besoin de gérer la base de données, tu écris ou bien tu gères le MySQL, etc., etc. Donc là, vous voyez que coder, ça vous demande d'abord d'apprendre plusieurs langages informatiques. Apprendre le HTML juste pour un seul site. Apprendre le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, le MySQL et plein d'autres langages si vous voulez aller à des niveaux un peu plus avancés. Et ces langages aussi, bon, il faudrait apprendre ça pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Donc, parcours licence et être développeur junior, développeur web junior. Là, les sites que vous allez créer sont des sites qui n'ont même pas de pieds ni de bras. Ce sont des sites squelettiques. Il vous faudra encore 5 années de pratique intensive pour devenir un développeur qu'on peut qualifier de non junior. C'est à partir de ce moment qu'on pourra vous confier des travaux professionnels. On va vous confier de vrais projets. Donc c'est long,
Et dans le monde où nous sommes, ces histoires qui vont nous coûter en temps, en énergie, mais que d'autres font en une journée, on n'est plus dedans. Donc ça, c'est la première méthode. Apprendre des langages informatiques, gagner en expérience, pratiquer pendant longtemps avant de pouvoir réaliser des sites web. Ensuite, deuxième méthode, c'est des site builders. Donc les site builders, ce sont des logiciels qui construisent des sites, mais pas des sites qu'on voudrait, pas de vrais sites. Ce sont des sites de présentation bizarre, vite fait. Tu glisses, déposes, voilà, c'est bizarre. Ça ne permet pas d'avoir des bases de données, de gérer des membres, des inscriptions, de faire des choses poussées. Donc ça aussi, c'était rapide pour créer vite fait une histoire de page, de présentation. Voilà. Donc on a aussi des CMS. Donc les CMS, eux, ce sont carrément de vraies usines de création de sites web. Ce sont de vraies usines de création de sites web qui nous permettent de créer des sites de A à Z. Peu importe la fonctionnalité du site que tu veux, tu pourras l'intégrer. Peu importe le type de site qui existe au monde, avec les CMS, tu pourras créer ça. Mais ce sont des logiciels graphiques. Ce sont des logiciels où tu glisses, déposer. Ce sont des logiciels comme on a l'habitude de le voir, comme Microsoft Word. Ce sont des logiciels où tu ne fais que choisir tes options, saisir des choses, importer, glisser, déposer. C'est les mêmes fonctions, sauf que eux, ils vont beaucoup plus loin et ils nous permettent de créer tous les sites. Donc, en quatrième position, nous avons le vibe coding. Donc, nous avons l'intelligence artificielle qui va nous créer notre site web. Donc, on lui décrit ce qu'on veut et l'IA nous conçoit ça. On peut continuer à le modifier. Donc, nous avons vu 4 manières, mais sachez qu'il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres. Il y a parmi le low code, il y a des templates de code que tu peux télécharger et essayer de bidouiller. Il y a plein d'autres méthodes, mais j'ai cité les 4 principaux moyens de création de sites web. D'abord, vous avez le code, vous codez vous-même. Ensuite, vous avez les site builders, sont des petits logiciels de création de sites de présentation vite fait. Ensuite, vous avez des CMS, sont des logiciels complets de création de n'importe quel type de site web, mais avec une interface graphique. Ensuite, vous avez le vibe coding, l'intelligence artificielle qui vous crée absolument n'importe quel site que vous voulez, avec une base de données intégrée. Par exemple, si vous prenez Lovable, qui vous crée absolument tout ce que vous voulez comme application, logiciel ou site web de manière bien concrète. Mais nous, lors de cette formation, tout au long de cette formation, nous allons utiliser les CMS pour créer nos sites web. J'ai une question ici. Hostinger fait partie de quelle catégorie? Non, Hostinger, c'est un hébergeur. C'est un hébergeur web. Et on en parlera tout à l'heure. Vous allez comprendre c'est quoi un hébergeur, c'est quoi un hébergement web, c'est quoi un nom de domaine. Donc, eux, ils ne sont pas des logiciels. Bien sûr, certains hébergeurs proposent des site builders. Quand on avait parlé, des site builders, des logiciels de construction de sites. Mais ce ne sont pas des choses à prendre pour créer de vrais projets. C'est pour faire des trucs vite fait. Ok. Alors, comme je le disais, CMS, c'est ce que nous allons utiliser lors de cette formation pour... J'ai un message que je n'avais pas lu ici. Prenez, ou bien. Il y a caméra surveillance. Caméra surveillance est là. Est-ce que caméra surveillance est là? J'ai vu son message, apparemment, il faisait partie de ceux qui m'appelaient. Ok, continue. Bien, donc parmi ces 4 moyens,
Il y a deux qui sont vraiment, qui nous permettent de gagner en temps et de gagner en énergie. Donc, nous avons les CMS et nous avons le vibe coding, l'intelligence artificielle. Malheureusement, pour l'intelligence artificielle, il faudra avoir beaucoup de moyens financiers parce que ce sont des tokens qu'ils consomment. Donc, ces tokens-là aussi c'est beaucoup d'argent. Donc, ils vous offrent vraiment des accès gratuits, même pour le payant. Vous consommez très vite vos tokens. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de moyens financiers avant d'aboutir à un vrai site concret avec l'intelligence artificielle. Donc, on va laisser ça de côté en entendant que les tarifs deviennent abordables pour tout le monde. Mais pendant cette formation, nous allons nous concentrer sur les CMS pour créer nos sites web. Alors, les CMS, c'est quoi concrètement? Ça veut dire que on a banni le code, nous on a banni les site builders et nous on a laissé de côté en entendant le vibe coding. On va se concentrer sur des logiciels qui nous permettent de créer n'importe quel site web, peu importe la fonctionnalité qu'on veut. Ok, nous avons choisi le CMS, la catégorie CMS pour créer des sites web. Alors, c'est quoi réellement un CMS? C'est quoi réellement un CMS? C'est quoi? Comme je l'avais dit, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, dans des explications informatiques, non. Sinon, un CMS, c'est le Content Management System. En français, ça veut dire gestion et système de gestion de contenu. Mais même quand on l'explique en français, système de gestion de contenu, ça paraît flou à celui qui n'a jamais touché à un CMS. Alors, je vais l'expliquer de manière vulgaire et terre à terre. Un CMS, comme en français son nom l'indique, système de gestion de contenu, ça veut dire que lui, il se charge du sale boulot, le CMS même se charge de coder ce que toi tu envisages. Ce que toi tu envisages de faire. Prenons un exemple palpable. Je décide de mettre mon logo en haut à gauche de mon site web. Normalement, je devrais coder ça. Mais le CMS te dit, ok, tu as choisi juste l'option, je veux ça en haut à gauche. Et lui, il code derrière. Lui, il le fait pour toi. Donc, c'est un logiciel qui te permet, par glisser-déposer, d'effectuer n'importe quelle action sur un site web. C'est un logiciel qui te permet de créer un site web sans coder. C'est lui qui code à ta place. Toi, tu n'as qu'à choisir des options. Tu n'as qu'à glisser, déposer ce que tu veux. Tu n'as qu'à importer ce que tu veux. Tu n'as qu'à saisir ce que tu veux. Mais bien sûr, il y a une manière de saisir, d'importer, de faire tout ça, de choisir des options. C'est juste pour vous dire que c'est un logiciel, d'accord? Ne vous torturez pas avec les explications que je donne. Retenez tout simplement qu'un CMS est un logiciel qui permet de coder. Aïe, aïe, aïe. Un CMS est un logiciel qui permet de créer un site web sans coder. Je répète, un CMS, tout ce que vous avez à retenir d'un CMS, c'est un logiciel, et c'est vraiment un logiciel, qui vous permet de créer des sites web sans coder. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle CMS? C'est parce que lui aussi, c'est le nom qu'on lui a donné pour sa catégorie, un système de gestion de contenu. Il vous laisse faire le contenu. Lui, il se charge du code et il vous laisse vous charger du contenu. Donc, de mettre le texte, de mettre les images, de mettre le design, de mettre les fonctionnalités. Il vous laisse gérer le contenu. Lui se charge du code. C'est pour ça seulement qu'on l'appelle système de gestion de contenu. Sinon, n'essayez pas de vous torturer avec CMS. Non. Imaginez, je veux créer un logo. Je vais m'orienter vers quelle catégorie de logiciel? Je vais m'orienter vers catégorie de logiciel, conception graphique. Et donc, quelqu'un peut dire, je vais utiliser Canva, quelqu'un peut dire, je vais utiliser Illustrator, quelqu'un Photoshop. Si je veux faire du traitement de texte, je vais m'orienter vers logiciel de type traitement de texte, logiciel bureautique. Si je veux faire la vidéo, je vais m'orienter vers logiciel de montage vidéo. Ici, dans notre cas aussi, je veux créer un site web sans coder. Alors, je vais m'orienter vers un CMS. C'est un type de logiciel qui permet de créer des sites sans coder.
Donc, si je dis un type de logiciel, ça veut dire qu'ils seraient nombreux dans cette catégorie. Oui, parce que si nous prenons la catégorie de logiciels de conception graphique, il y a plusieurs logiciels dedans. Et selon chacun, on peut choisir ce qu'on veut. Donc, j'ai encore un message ici où est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Alors, Francis, revois la connexion de ton côté. C'est de revoir la connexion ou soit tu quittes la réunion et tu reviens immédiatement pour réinitialiser les soucis de réseau. Ok. Alors, je disais qu'un CMS, c'est tout simplement, retenez tout simplement que c'est un logiciel qui va nous permettre de créer des sites web sans coder. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs logiciels dans cette catégorie. Tout comme dans toute autre catégorie de logiciels, il y a plusieurs logiciels. Si je décide de créer un logo, quelqu'un peut choisir Photoshop. Quelqu'un d'autre peut choisir Canva. Quelqu'un d'autre peut choisir ceci. Et ils ont des raisons pour choisir ce qu'ils veulent. Nous aussi, dans notre cas aujourd'hui, pour la catégorie de CMS, nous allons choisir un logiciel parmi cette catégorie et nous allons dire pourquoi nous avons choisi ce logiciel par rapport à d'autres. Donc, premier, le logiciel que nous allons choisir, c'est WordPress. Donc, le logiciel que nous allons choisir dans la catégorie CMS, c'est WordPress. Vous savez, vous connaissez déjà, pour la majorité ici, vous connaissez déjà tous WordPress. D'autres ont déjà tenté de créer des sites avec WordPress. Il y a deux catégories de WordPress. Il y a le WordPress.com et le WordPress.org. On va donner la différence entre les deux tout à l'heure. Il y a des gens ici qui ont même déjà essayé les deux, qui ont fait le .com, qui ont vu que bon, là-bas, il faut payer beaucoup d'argent avant d'avoir vraiment ce qu'on veut. Sinon, on n'a pas ni de nom de domaine personnalisé, ni des fonctionnalités qu'on veut nous-mêmes. On est obligé de rester sur des choses basiques. Et d'autres qui ont essayé WordPress.org et qui peut-être l'installation seule a suffi à leur faire fuir. Mais heureusement, les choses évoluent et l'installation de WordPress n'est plus bizarre comme ça l'était. Et les gens ont déjà installé WordPress ici. Alors, WordPress, c'est quoi? C'est un CMS tout court. WordPress, c'est un logiciel de création de sites sans coder. Donc, WordPress, c'est quoi? C'est un CMS. Un CMS, c'est quoi? Un logiciel de création de sites web sans coder. Pourquoi est-ce que nous avons choisi WordPress pour cette formation? Parce que WordPress est le plus populaire des CMS au monde. WordPress alimente plus de 43% de tout Internet. C'est-à-dire si on rassemble tous les autres CMS qui existent, si on rassemble tous les langages informatiques qui existent, si on rassemble tous les sites qui existaient avant même WordPress, WordPress a presque la moitié de tous ces sites-là. Move Togo, WordPress, Yas, WordPress, et BBC, WordPress, les sites officiels du gouvernement togolais, WordPress, les sites des ministères, WordPress, sites de la présidence, WordPress. Pour vous dire à quel point tout le monde préfère WordPress plutôt qu'autre chose. Et pourquoi aussi c'est tellement populaire à ce point? Parce que ça a des centaines de milliers de développeurs qui y travaillent tous les jours, qui travaillent dessus tous les jours. Des développeurs bénévoles qui travaillent dessus tous les jours pour combler les failles tous les jours. Si la présidence l'utilise, les ministères l'utilisent, la téléphonie qui est censée avoir des développeurs high niveau préfère WordPress, Move préfère WordPress, Yas Togo préfère WordPress, c'est que niveau sécurité, c'est calé. Plutôt que de mettre des ingénieurs dessus, on préfère juste WordPress. Ensuite, vous avez WordPress qui est extensible à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Quand je dis extensible, ça veut dire peu importe la fonctionnalité que vous voulez ajouter à votre site web, peu importe la fonctionnalité, tant que la fonctionnalité peut être sur un site web, WordPress vous permet de le faire.
Ensuite, vous avez de très beaux designs, des designs très modernes. Vous pouvez design, peu importe le design que vous voulez sur votre site web, vous pouvez le faire avec WordPress. Peu importe le type de site web que vous voulez créer, vous pouvez créer ça avec WordPress. C'est très régulièrement mis à jour, très bien comblé en failles, très bien documenté, avec une très forte communauté. Alors, WordPress, c'est un CMS. Un CMS, c'est un logiciel de création de site web. Et on choisit WordPress parce que c'est le plus populaire, le plus puissant actuellement, le plus extensible, le plus sécurisé, le plus tout ce que vous voulez. Et je disais qu'il y avait deux types de WordPress, le WordPress.com et le .org. Si vous n'avez jamais touché à WordPress, n'essayez pas de comprendre, je vais juste bavarder. N'essayez pas de comprendre, mais écoutez seulement. Mais je me dois de vous l'expliquer. Donc, le WordPress.com, il y a déjà le site en ligne. D'accord. Regardez. Si je vais par exemple sur WordPress.com, WordPress.com, je dis. Voilà. C'est déjà, ils vont héberger votre site web pour vous. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont installer tout pour vous. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de vous connecter. Vous vous connectez ici et puis vous choisissez un design pour votre site. Et vous commencez par mettre des articles dessus. Vous glissez, déposez quelques petits éléments. Mais vous ne pouvez pas installer des fonctionnalités que vous voulez. Ça, c'est beaucoup plus fait pour le e-commerce et le blog. C'est uniquement c'est dédié pour le e-commerce et le blogging. Alors, si vous voulez faire vraiment ce que vous voulez, ce n'est pas avec celui-ci. Et il faut payer aussi, sinon leur nom sera dans votre nom de domaine. Donc, vous comprendrez mieux plus tard. Nous n'allons pas utiliser cette solution parce que ça, c'est l'entreprise de WordPress. C'est l'entreprise même. Ils gagnent de l'argent avec ceci. Ils vous disent, ils vont tout faire pour vous, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur leur plateforme. Ce que nous allons utiliser, c'est le WordPress.org. Donc, WordPress.org. Alors, WordPress.org, c'est quoi? Ici, c'est le logiciel même que WordPress vous donne. C'est-à-dire, WordPress, le logiciel qu'il a conçu, tout le code, tout ce qu'il y a dedans, WordPress vous le donne. Vous dit, tiens, tenez, faites-en ce que vous voulez. Alors, si tu veux le modifier, modifie-le. Si tu veux l'utiliser chez toi, utilise-le chez toi. Donc, WordPress.org, c'est l'association, l'organisation à but non lucratif qui a voulu démocratiser Internet et la création de sites web. C'est quand ils ont eu beaucoup de notoriété qu'ils ont créé l'entreprise à côté, pour nourrir l'association aussi. Donc, nous allons plutôt utiliser WordPress.org parce que nous voulons télécharger le logiciel chez nous. Nous voulons installer le logiciel chez nous. Et nous voulons travailler sans connexion Internet. Parce qu'avec WordPress.org, avec le logiciel qu'on va avoir chez nous, on peut créer des sites web sans connexion Internet. Et on peut installer toutes les fonctionnalités qu'on veut. On peut avoir tous les designs qu'on veut. On peut effectuer tous les paramétrages qu'on veut. Donc, nous sommes contraints d'utiliser WordPress.org pour avoir la liberté de faire absolument tout ce qu'on veut. Contrairement au WordPress.com, où là-bas, vous êtes obligé d'être connecté à Internet avant de l'utiliser. Vous ne pouvez pas installer n'importe quoi. Vous ne pouvez pas paramétrer tout ce que vous voulez. Et puis, il faut payer beaucoup d'argent. Il faut payer beaucoup d'argent pour qu'ils enlèvent WordPress dans votre nom. Et il faut plein d'autres choses. Donc, vous voyez qu'il est mieux, préférable pour nous, d'installer WordPress chez nous. Nous allons prendre WordPress nous-mêmes et le faire chez nous. Alors, comment est-ce qu'on installe WordPress alors? Je ferme et je ferme. Donc, WordPress, vous avez eu une idée de ce que c'est que WordPress. Comment est-ce qu'on va installer WordPress? Ok. On parle d'installation parce que WordPress est un logiciel. Sauf qu'il y a un petit souci.
c'est un CMS. Cette catégorie de logiciels ne s'installe que sur serveur. Cette catégorie de logiciels CMS, qu'on appelle des CMS, eux, ils ne s'installent que sur des serveurs web. C'est quoi un serveur? Ne vous torturez pas. Un serveur, c'est tout simplement un ordinateur. C'est exactement un ordinateur. Mais lui, il est trop puissant. Pourquoi il est trop puissant? C'est pour servir des sites web, les images du site, les vidéos du site, à plusieurs personnes au même moment. C'est ça même son nom, serveur. Donc, il sert les données du site. C'est lui, quand tu consultes le site, c'est lui qui te fournit les infos. C'est lui qui te donne ce que tu veux. Quand tu visites la page, c'est lui qui t'envoie la page. Quand tu visites la page contact, c'est lui qui te l'envoie. Mais plusieurs personnes peuvent le faire au même moment. Donc, lui, il doit être très puissant. Donc, un serveur, c'est exactement un ordinateur, sauf que lui, il est trop puissant. Et si vous rentrez dans une data center, dans une salle serveur, vous allez voir qu'ils sont très chauds. Et la salle même est beaucoup trop froide. Malgré que la salle est beaucoup trop froide, les serveurs sont toujours chauds. Parce qu'ils sont beaucoup trop puissants. Ok. Nous n'avons pas de serveur. D'accord? Comme je l'avais dit, WordPress c'est un CMS et les CMS ne s'installent que sur serveur web. Mais nous n'avons pas de serveur. Heureusement, nous avons un ordinateur. Parce qu'un serveur aussi, c'est un ordinateur, tout court. Puisque lui, il est trop puissant, avec des logiciels spécialisés dessus. Nous aussi, nous avons un ordinateur. Effectivement, notre ordinateur n'est pas assez puissant qu'un serveur, mais nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur si puissant parce qu'on ne va pas servir le site web à plusieurs personnes au même moment. C'est nous seuls qui sommes dessus actuellement. C'est nous seuls qui voudrions travailler sur notre site web, qui voudrions créer notre site web. Alors, pas besoin d'avoir un gros serveur gigantesque pour commencer. Ce qui veut dire qu'il nous suffit tout simplement maintenant de transformer notre ordinateur en serveur pour pouvoir installer WordPress. Je répète, WordPress, c'est un CMS. Un CMS ne s'installe que sur serveur. Heureusement, un serveur n'est qu'un ordinateur. Nous aussi, nous avons un ordinateur. Il nous faudra tout simplement maintenant transformer notre ordinateur en serveur afin de pouvoir installer WordPress. Comment est-ce qu'on transforme notre ordinateur en serveur? C'est très simple. Il nous suffit d'installer un logiciel et le logiciel, à chaque fois qu'on l'ouvre, notre ordinateur est un serveur web. Comment est-ce qu'on transforme notre ordinateur en serveur? Il nous suffit d'installer un logiciel qui va transformer notre ordinateur en serveur à chaque fois qu'on ouvre ce logiciel. Le logiciel en question s'appelle Local. Local WP. Donc Local WP. Local WP, c'est le logiciel qui va transformer notre ordinateur en serveur. À chaque fois qu'on va l'ouvrir, notre ordinateur est en mode serveur. Bien sûr, nous pouvons quand même continuer d'utiliser notre ordinateur pour faire d'autres tâches, des tâches habituelles qu'on fait. Mais au moins, on a aussi la capacité de serveur web sur notre machine. Alors, comment est-ce qu'on va installer Local pour avoir cet environnement serveur sur notre ordinateur? Pour installer Local, je me rends tout simplement dans un navigateur web. Ça peut être Chrome, ça peut être Firefox, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être Edge, ça peut être Opera. Donc, je me rends dans un navigateur web et je tape Local WP. Là, je tape Local WP et je lance. Donc, le premier lien que je trouve, Local WP, voilà, je le prends. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu que vous installiez WordPress avant la séance. Mais effectivement, certaines personnes pourraient ne pas avoir eu l'information. C'est pour ça que je reprends pour la première séance. Donc, pour installer Local, je reprends pour installer Local. Je me rends juste dans un navigateur web dans la barre de recherche, je tape Local WP
et je m'assure que c'est vraiment lui qui est sorti premièrement. Alors je clique dessus, clac. Voilà, et je vois un bouton download. Voilà, je clique dessus. Je choisis la plateforme Windows pour moi. Si vous êtes sur Mac, vous prenez Mac, quelle puce? La puce Intel ou bien leur propre puce. Ensuite, Linux, selon la distribution que vous avez. Moi, j'ai un Windows. Alors, je prends Windows, je renseigne mes informations, ce sont vos informations personnelles, vos noms, vos prénoms, votre email, et vous choisissez quelle catégorie de profil vous avez. Donc, c'est des questions personnelles. Vous renseignez et puis vous faites Get It Now. Et puis, c'est tout. L'installation a démarré. Donc, pendant que l'installation se déroule chez moi, j'espère que vous aussi, vous allez le lancer et que au même moment, nous aurions nos installations téléchargées, nos locales plutôt téléchargées. Bien, pendant que le local est en train d'être téléchargé, parlons de l'hébergement web. L'hébergement web, c'est quoi? Et le nom de domaine, c'est quoi? En fait, de quoi avons-nous besoin pour que notre site web soit vraiment visible chez tout le monde? Actuellement, nous, on est juste en phase de création, donc pas besoin d'hébergement pour le moment. Pas besoin de nom de domaine pour le moment parce que nous sommes juste en train de créer le site web. Bien sûr, il y a certaines personnes qui décident de prendre un hébergement en même temps et un nom de domaine en même temps pour travailler directement en ligne. Mais nous, on va préférer le faire en local avant de le mettre en ligne. Une fois qu'on aura terminé de créer notre site web, c'est à ce moment qu'on va penser à mettre en ligne notre site web. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça a un avantage. On ne le fait pas pour gaieté de cœur. Ça a un avantage de travailler en local. Quand on dit on travaille en local, ça veut dire on travaille sur notre propre machine sans connexion Internet. Donc, pourquoi c'est avantageux de travailler en local et plus tard mettre notre site en ligne? Parce que les moteurs de recherche ne dorment pas. Les Google, les Bing, ils ne dorment pas. Comment est-ce qu'ils ne dorment pas? Ou bien pourquoi est-ce que je dis qu'ils ne dorment pas? Dès que il sent votre présence en ligne, il envoie ses robots d'indexation. Il vous indexe. Mais la plupart du temps, quand votre site n'est pas encore complet et en création, vous avez des données factices, des données par défaut, des données bizarres, des photos qui ne vous concernent pas encore parce que vous êtes en création de votre site. Et qu'est-ce que Google, lui, va faire? Il va mettre ses infos sur son moteur de recherche. Donc, quand les gens vont vous chercher, ces données bizarres qui étaient sur votre site web vont apparaître. Et il faudra pas mal de temps avant que Google ne rafraîchisse les infos sur vous. Parce qu'il ne va pas envoyer les moteurs de recherche, les robots d'indexation chaque fois. Il lui faudra du temps avant de pouvoir rafraîchir la page. Donc, pour ne pas risquer d'avoir ces données de début fictifs ou remplies de photos, remplies de designs bizarres ou d'aperçus bizarres ou de photos qui ne nous concernent pas, on préfère faire tout en local. Une fois qu'on sera prêt, on va aller mettre ça en ligne. J'ai la main de Godwin qui est levée. Ok, j'ai une question de Godwin ici. Nous avons un ordinateur Chrome OS. Non, malheureusement, Chrome OS ne supporte pas encore local. Donc, là, dans ton cas, tu ne peux pas utiliser local et tu ne peux pas utiliser WordPress en local. Tu es obligé de prendre un hébergement et travailler dessus directement. Donc, tu peux suivre la formation en attendant de rejoindre la partie où tu peux travailler directement sur un hébergeur. Seul Windows, seul Mac, seuls les PC qui ont Linux peuvent installer local pour l'instant. Et si je recharge l'app? Je n'ai pas compris la question. Recharger l'app. Ok, reformule la question. Pendant ce temps, je vais continuer. Alors,
Je disais, de quoi avons-nous besoin concrètement pour que notre site web soit en ligne visible par tous? En sachant bien évidemment que nous n'en sommes pas encore à ce niveau. On bavarde pendant le téléchargement de local qui est déjà terminé chez moi, mais bon, on va quand même expliquer. Un hébergement web, c'est, voyez-le comme un Google Drive. D'accord, je vais faire un amalgame de ce genre. Voyez-le analogie ou amalgame. Tu ne comprends pas français, mais tu veux utiliser gros mots. Analogie. Bon, je vais expliquer similairement quoi, de ce genre. Donc, prenez un hébergement web comme un Google Drive. Ça veut dire que quand votre site sera prêt, analogie, merci, voilà, merci analogie. Quand votre site sera prêt, vous allez transporter votre site et puis vous allez aller déposer ça sur le stockage distant. D'accord? Donc, voyez-le comme ça. Quand vous finissez de travailler sur votre site web en local chez vous, sur votre ordinateur, vous allez copier les fichiers de votre site en question. Vous prenez votre site comme ça et puis vous importez ça, vous téléversez ça ailleurs, sur un serveur distant. Donc cette fois-ci sur un vrai serveur web, un serveur qui va exprimer, voilà, je dis j'ai lu un message de quelqu'un en même temps. Estelle, merci. Donc un serveur web qui va cette fois-ci partager le site à tout le monde. Donc l'hébergeur, c'est tout simplement un stockage en ligne, mais sur un vrai serveur web qui lui va se charger de dispenser votre site web 24 sur 24, connecté 24 sur 24, sous tension 24 sur 24, puissant 24 sur 24. Donc c'est juste ça l'hébergement. C'est comme on n'a pas les moyens nous-mêmes de prendre un serveur web, on va juste aller déposer ça chez un serveur distant, chez une entreprise qui a lui un serveur. Donc on va prendre un espace chez lui, un stockage chez lui. Voilà, c'est tout simplement ça un hébergement. Maintenant, un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site web. C'est l'adresse, ça doit être unique. C'est ce que les gens tapent dans le navigateur pour tomber sur vous et ne pas tomber ailleurs. Donc quand on parle de nom de domaine, voyez le cas de Google par exemple. Google, c'est le nom de l'entreprise. Maintenant, le nom de domaine de Google, c'est google.com. Le nom de domaine peut être encore google.fr, google.tg, google. quelque chose. Voilà, tout cette entité, tout en entier, ce nom en entier là, c'est ça le nom de domaine. Et ça doit être unique. Donc, tout ça, ils ont vraiment pris l'exemple sur un truc physique. D'accord? Vu que le site web, c'est juste une dématérialisation. C'est juste la virtualisation de quelque chose. Si nous prenons l'hébergement web, je vous ai dit que c'est un stockage dans laquelle ou bien sur laquelle vous allez, ou bien sur lequel vous allez aller déposer votre site. Donc, prenez-le comme le terrain. Donc, si on veut mettre ça dans la vie réelle, prenez-le comme le terrain, l'hébergement. C'est là-bas que vous allez aller déposer, vous allez construire votre site web. Et prenez le site web même comme la maison, le bâtiment. Vous allez prendre la maison, le site web déposé sur l'hébergement, le terrain. Et le nom de domaine, c'est si les gens veulent vous visiter, veulent visiter votre boutique. Dans la vraie vie, ils doivent avoir votre adresse. En ligne aussi, ils doivent avoir votre nom de domaine pour y accéder. Et tout ça, c'est similaire à tout ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, en résumé, vous créez votre site web. Vous transportez votre site web pour aller déposer chez un hébergeur. Alors, nous avons créé notre site web en local et j'ai donné les avantages de créer son site en local plutôt que d'aller directement en ligne. D'abord, en local, vous travaillez sans connexion Internet, donc vous êtes tranquille, peinard, vous pouvez travailler n'importe où, n'importe quelle zone. Ensuite,
vous évitez que des informations du début, des fautes, des photos qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de vous, tous ces éléments-là ne se figurent pas dans les moteurs de recherche. Parce qu'il faut vraiment un bon moment avant que les moteurs de recherche ne rafraîchissent, à moins que vous-même vous ne faites un référencement très agressif pour leur rappeler que vous avez changé vos informations. Une fois que vous avez créé votre site web, vous aurez besoin d'un hébergement web. Donc, c'est juste un stockage distant quelque part chez un hébergeur. Donc, l'hébergeur, c'est quelqu'un qui dispose de ce serveur-là. Un serveur qui est capable, un serveur puissant, capable de servir votre site web à tout le monde 24/24. Donc, vous allez copier votre site et aller déposer chez lui. Donc, vous allez l'importer. C'est comme un Google Drive là-bas. Vous importez ça dessus et votre site est en ligne. Mais pour que les gens puissent accéder à votre site web, ils ont besoin de connaître votre nom de domaine. Et donc, vous devez aussi prendre un nom de domaine qui sera unique. Et on verra tout ça lors de cette séance. Bon, pas cette séance, lors de cette formation, parce que la séance d'aujourd'hui, c'est juste l'introduction, comprendre c'est quoi le web, comprendre ce que nous sommes venus faire, comprendre de quoi nous avons besoin et voir comment installer WordPress. Ainsi, nous allons explorer WordPress, voir l'interface et nous nous retrouvons demain pour commencer la création de notre premier site web. Donc, maintenant que j'ai téléchargé Local, et je sais pourquoi j'ai téléchargé Local. J'ai téléchargé Local parce que j'en ai besoin. Je dois l'installer pour transformer mon ordinateur en serveur web. Pourquoi est-ce que je transforme mon ordinateur en serveur web? C'est tout simplement pour pouvoir y installer WordPress. Parce que WordPress est un CMS et un CMS ne s'installe que sur serveur. Bon, je vous partage l'autre écran. Voilà, là, le téléchargement est terminé. Donc, si je vais dans téléchargement, je vois mon local. Donc, ça, c'est le local. Je vais voir si je ne vois pas le dossier. Voilà, je l'ai vu, le dossier programme. Voilà, c'est ce que je viens de télécharger. Donc, si vous ne voyez pas, peut-être vous avez trop d'éléments dans votre dossier téléchargement et que vous ne le voyez pas, n'oubliez pas que vous avez la zone de recherche dans votre explorateur de fichiers où vous pouvez taper directement local au cas où vous avez trop de fichiers. Donc, vous le trouvez, vous identifiez son logo, son icône et puis je commence l'installation de local. Très simple, comme tout logiciel dans Windows. Je double-clique dessus. Je double-clique dessus et là, j'ai la boîte d'installation, de dialogue d'installation qui est venue. Je ne fais que suivant et puis installer, tout simplement. Donc, j'ai juste fait suivant, installer. Donc, OK, c'est l'histoire de OK dans Windows. Donc, je patiente l'installation tout court. Nous voulons créer un site web. Nous avons décidé d'opter pour la méthode de création de site web avec un CMS. Nous avons choisi WordPress en tant que CMS. Nous avons choisi Local comme transformateur de notre ordinateur en serveur web. J'ai dit nous avons choisi Local aussi parce que Local n'est pas le seul à pouvoir transformer nos ordinateurs en serveur web. Il y en a plein d'autres. Il y a les populaires comme WAMP, ZAMP, LAMP, MAMP. Ouais, ce sont des déclinaisons de Mac, c'est MAMP, Windows, c'est WAMP, Linux, c'est LAMP, et puis il y a ZAMP pour les multiplateformes. Voilà. Et il y a plein d'autres aussi serveurs, mais eux, ils sont techniques. Là-bas, vous allez devoir connaître ce qu'on appelle une base de données, connaître c'est quoi une table, vous allez configurer un utilisateur route, vous allez rediriger un dossier vers orienté vers une base de données, donc tout ça. Pour éviter ça, c'est pour ça que nous avons choisi Local. Est-ce qu'il y a des gens ici qui avaient déjà eu à tenter d'installer WordPress auparavant?
Avec quelle méthode, avec quel logiciel tu as tenté d'avoir un serveur sur ton ordinateur? Exemple. Et donc tu as vu à quel point c'était galère pour quelqu'un qui n'est pas administrateur réseau ou bien qui n'est pas calé dans des paramétrages de serveur ou qui vient de découvrir le monde de... Voilà. Mais est-ce que tu as maintenant utilisé local comme installation de serveur? Voilà, donc avec local, tu as vu que c'était automatique. Local, tu l'as installé et puis hop, là, il n'y a pas eu question de Zamp, comment tu avais souffert. Donc, comme tu as dit, tu avais souffert au début avec Zamp. Maintenant, ça va avec Zamp, ça. Ok. Là, nous sommes cette fois-ci à l'installation. Donc, ici, on me dit fin de l'installation. L'installation est terminée chez moi. Donc, je lance local. Donc j'ai cliqué sur fermer, il y avait le bouton ouvrir, lancer local qui était activé. Même si je revenais et que je devrais lancer local, il me suffisait d'aller dans le lanceur de logiciel et je choisis local. Ou bien au bureau, je vais voir l'icône de local. Soit ici et puis je cherche local dedans. Donc j'ai retrouvé local et je le lance. Donc, plus tard, vous pouvez continuer à lancer votre local, peu importe la manière. Ok. Donc, terminer l'étape de serveur web. L'étape de serveur web, c'était uniquement pour nous permettre d'avoir un environnement serveur web qui va recevoir notre installation WordPress. Maintenant, installons WordPress. Comment est-ce qu'on installe WordPress? Comme je vous l'avais dit tout de suite, nous avons choisi local parce que lui, il va automatiser l'installation de WordPress pour nous. Local, c'est un serveur web, c'est un logiciel de serveur web qui lui va automatiser. Lui-même a déjà WordPress dans lui, là, il a déjà le fichier de téléchargement WordPress. Il a déjà la config, il va mettre en place la base de données pour nous. Il va relier tout ça, il va tout faire pour nous. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir ces notions de qu'est-ce que je vais faire en tant que... Non. Vous, tout simplement, dites-vous, OK, est-ce qu'il m'a contacté pour lui créer un site web? Telle entreprise, OK, je vais commencer la création de son site web avec WordPress. Pour lancer l'installation de WordPress, il me suffit de commencer la création d'un nouveau site dans Local. Et Local va se charger de faire tout. Donc, je lance l'installation de WordPress pour l'entreprise A. L'entreprise A me dit, je veux un site web. Je lance l'installation de Local pour lui créer son site web. L'entreprise B veut un site web. Je reviens dans Local. Je lui crée une nouvelle installation de WordPress. Alors, créons l'installation WordPress pour travailler sur le site de l'entreprise A. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le plus. Je peux cliquer ici, mais ne vous habituez pas à ce bouton du milieu parce que dès que nous aurons des sites, dès que nous aurons commencé à créer des installations WordPress, lui va partir. Donc, vous avez aussi le menu en haut ici, Add New Site. Vous avez aussi le raccourci clavier CTRL-N, mais prenons toujours le plus facile sous les yeux tout le temps. Donc, le bouton plus qui est ici. Je clique dessus. Ça veut dire là, je veux lancer l'installation de WordPress. Clac sur le plus. J'aurais su créer un nouveau site. Clac. Le nom du site. Donc, si l'entreprise s'appelle entreprise A, je mets le nom de l'entreprise A en respectant la case, en respectant les majuscules, les minuscules, en respectant tout ce que l'entreprise a comme nom. C'est vraiment le nom de l'entreprise. Ce n'est pas le nom de domaine, non. Le nom de domaine, on en parlera quand notre site sera prêt. Donc, on va aller prendre un nom de domaine, on va aller prendre un hébergement. Là, il s'agit du nom du site, le titre du site. Si c'est une personne, vous mettez le nom de la personne. Si c'est un projet, vous mettez le nom du projet. Si c'est une entreprise, c'est une association, vous mettez. J'ai mis, quel est le nom du site? J'ai mis le nom du site, l'entreprise A. Ensuite, je fais continuer. Là, je reste sur la configuration serveur par défaut, d'accord? Parce que local, si local est à jour, local vous recommandera toujours la configuration, l'environnement serveur stable pour WordPress.
Donc, vous restez sur préféré et vous faites continuer. Ici, vous paramétrez l'identifiant administrateur qui aura accès au tableau de bord de WordPress. Je m'explique. WordPress, bon, un site web a deux faces. Vous avez la face publique, le front-end. C'est là où, dès que quelqu'un tape votre site, c'est là où il atterrit. Il voit vos sites, il voit tout. Bon, il voit ce qui est public, quoi. Il voit ce que vous avez mis en public. Maintenant, il y a le back-end, la partie d'administration, là où seuls les administrateurs peuvent accéder. Si vous avez un site, bien sûr, vous allez y mettre des articles. Là, vous allez publier les articles back-end. Évidemment, vous pouvez aussi mettre un menu, un élément de menu sur le front-end pour permettre aux gens d'écrire des articles. Mais si vous voulez paramétrer les pages, vous voulez créer une page, designer une page, c'est dans le tableau de bord que l'administrateur ira faire ses opérations. Et n'importe qui ne devra pas y avoir accès. Alors, pour accéder au tableau de bord, c'est avec vos micros, s'il vous plaît. Pour paramétrer et pour accéder au tableau de bord, à la partie d'administration, vous devez paramétrer l'identifiant administrateur initial. Bien sûr, vous pouvez créer d'autres administrateurs plus tard, et on verra ça. Donc là, il suffit de mettre peut-être votre prénom, hein. Vous mettez juste votre prénom. C'est un identifiant. C'est pas, on vous demande votre nom. Non, ça doit être un nom unique sur le site. Vu que c'est vous le premier, on pouvait mettre tout simplement votre prénom. Ensuite, le mot de passe. Un mot de passe bien coriace. Un mot de passe bien solide. Voilà, vous mettez un vrai mot de passe. Ensuite, l'email qui va recevoir vos notifications. Si quelqu'un vous contacte depuis le site, quel email va recevoir la notification? Si quelqu'un commande sur votre site web, quel site web et quel email va recevoir la notification? Si vous avez oublié votre mot de passe, quel email? S'il y a une activité sur le site, quel email? Voilà, c'est cet email-là, votre email d'administration. Donc, vous mettez votre email et vous faites Add Site. Attention, à partir de maintenant, il y aura des autorisations que vous allez devoir accepter. Il y en aura 3 chez certains, 4 chez certains. Donc, vous acceptez toutes les autorisations qu'il vous demande. Regardez en bas, très souvent dans la barre des tâches, il pourrait y avoir des autorisations qui seraient en stand-by. Donc, ils vont clignoter ici. Quand vous voyez des choses clignoter ici, vous cliquez dessus, il s'ouvre, vous autorisez. Vous cliquez, il s'ouvre, vous autorisez. Mais vous devez tout autoriser. Vous devez autoriser le gestionnaire de la base de données. Par défaut, c'est MariaDB. Vous devez autoriser le type de serveur web, Apache ou Nginx. Vous devez autoriser aussi le système de gestion de mail. Ne lisez même pas besoin, mais autorisez tout. Autorisez les 3. Ensuite, le système Windows même va vous demander si vous validez la modification du fichier host. Vous validez aussi. Voilà, autorisez tout simplement, autoriser, et puis c'est bon. Bien sûr, c'est son propre mail qu'il faut mettre. C'est son mail qu'il faut mettre. Le mail qui doit recevoir les notifications. C'est vraiment le mail qui doit recevoir sur quel mail tu utilises très souvent et qui doit recevoir les notifications du site. C'est en anglais. Local est en anglais, d'accord? Local est en anglais. Local, c'est en anglais. Et on ne va pas effectuer d'action dans local. Vous allez voir, on ne va rien faire de grand dans local. Local, lui, à quoi il nous sert? C'est juste un pont de passage vers notre logiciel WordPress. Lui, il nous sert juste à transformer notre ordinateur en serveur. C'est tout. Après, on quitte. On ne fait plus rien dedans. Vous allez voir tout à l'heure. Dès que notre WordPress est bon, on va maintenant aller sur notre logiciel WordPress. Et local serait là-bas, tranquille, en train de nous attendre à le fermer quand on n'en aura plus besoin. C'est tout. Donc, lui ne permet pas pour l'instant qu'on change de langue. Mais dans notre logiciel WordPress, vu que là, c'est là-bas que nous allons aller travailler. Oui, il y a plein de langues à modifier. Donc, voilà. Mon site a été créé.
Donc, mon installation WordPress a été créée. Donc, j'ai une première installation de WordPress. Si je veux créer un nouveau site, même procédure, je clique, je commence. Donc, je vais fermer local. Je vais fermer local. Ok. J'ai fermé local. Où est-ce que nous sommes? Je me dis, je veux créer un site et j'ai choisi WordPress. Ok. J'ai besoin d'utiliser le logiciel WordPress. Je dois installer le logiciel WordPress, non? Ok. Sauf que lui ne s'installe que sur un serveur. Mais il n'y a pas de souci, je peux transformer mon ordinateur en serveur. Comment est-ce que ça se fait? C'est juste avec un simple logiciel qui s'appelle Local. Je suis parti, j'ai téléchargé Local. Je l'ai téléchargé, il est là. Je l'ai installé. Donc ça veut dire à chaque fois que je veux que mon ordinateur soit en mode serveur, il me suffit d'ouvrir Local. Donc je vais ouvrir Local. Voilà. Et c'est tout, mon ordinateur est en mode serveur. Donc je peux installer WordPress, je peux ouvrir WordPress. Alors, si mon local s'ouvre, donc j'attends qu'il s'ouvre, mon ordinateur a une capacité de serveur. Regardez ici, je vais voir les sites que j'ai créés. Je peux décider de créer encore un autre site. Donc si l'entreprise B me dit je veux un site web, elle me dit je viens d'ouvrir local, je peux lancer encore une installation, créer un nouveau site, oui, continuer. Quel est le nom? L'entreprise s'appelle entreprise B. Et le nom qu'il m'a donné. Je vais continuer. J'aurais su préférer continuer. Quel identifiant? Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je mets mon prénom. Je mets un mot de passe Coreas. Je mets mon email. Voilà. Et ensuite, je fais Add Site. Vous voyez, la création de site ne prend que quelques secondes, 30 secondes. C'est juste que je bavardais pour expliquer. Ensuite, on accepte les autorisations. Maintenant, chaque installation de WordPress, ça ne vous prendra que 30 secondes. Voilà. Donc, le second est en cours de création, d'installation. J'attends que ça s'installe et on continue l'exploration. Voilà, je valide. Donc, j'ai validé l'autorisation. Comme c'est pour l'entreprise A qu'on crée le site, c'est le mail de l'entreprise A on va mettre. Non, c'est le mail d'administration, le mail de l'administrateur. S'il y a un problème sur le site, sur quel mail tu vas recevoir, s'il y a un bug, sur quel mail tu vas recevoir la notification de bug. S'il y a un contact, s'il y a tout sur le site, c'est le mail de l'administrateur même. Maintenant, pour l'entreprise, vous pouvez aussi configurer un compte administrateur. Eux aussi vont recevoir les notifications. Mais quand même, chaque compte avec son propre mail qui va recevoir les notifications du site. Donc si c'est le concepteur, il met son propre mail. Parce que très souvent, il y aura des plugins, on va en parler, qui auront des soucis, mais qui vont vous le signaler à quel niveau il y a un problème. Donc l'administrateur du site, le concepteur, celui qui maintient le site, doit avoir le message qu'il y a un problème. Donc, sur le mail qu'il utilise souvent, son propre mail. Et vous pouvez créer un compte admin aussi à un membre de l'employé, à un employé de l'entreprise qui vous a contacté, si vous êtes freelance en création de site web, par exemple. Et ça, on va le voir dans WordPress lui-même. Donc, vous voyez, j'ai créé 2 sites. Donc, je peux en créer autant que je veux, tant que j'ai des demandes ou tant que j'ai une entreprise pour laquelle créer un site web. J'ai mon entreprise A, j'ai mon entreprise B. Entreprise A, entreprise B. Donc, si vous remarquez, je viens sur l'entreprise A, j'ai des options de l'entreprise A. Ici, je viens sur l'entreprise B, j'ai des options de l'entreprise B. Je viens sur l'entreprise A, je vois que lui n'est pas démarré. Vous devez comprendre si la notion de le site doit être démarré. Par défaut, dès que vous créez, il est en mode démarrer en même temps. Mais quand vous fermez local et que vous rallumez local, c'est à vous de démarrer le site. Parce que si vous avez 100 sites, eux tous ne peuvent pas être démarrés au même moment. Ils vont consommer
des ressources matérielles. La RAM, le processeur, la carte graphique vont consommer des processus en arrière-plan. Donc, vous devez activer le site sur lequel vous voulez travailler. Je peux éteindre le site B en cliquant tout simplement sur le bouton ici, à sa gauche, où j'ai évidemment aussi Start Site et Stop Site. Donc, si je viens sur le site A, je clique sur Start Site. Donc, si je veux l'arrêter, je clique sur Stop Site. Mais je dois m'assurer qu'il est démarré. Comment est-ce que je m'assure? Je vois que maintenant, il y a, c'est vert. Voilà, il y a un bouton, un point vert à sa gauche. Je peux décider cette fois-ci de voir au niveau du nom de domaine. C'est-à-dire, si plus tard, je prends un nom de domaine et que je veux vraiment avoir ce nom de domaine aussi ici, voilà, je peux le changer là. Donc, on ne va pas toucher à ces détails pour l'instant. On va juste se servir de local. On va y aller mollo, mollo. Mais avant de quitter local, regardez attentivement. Avant de quitter local, on va voir 3 options de local. Bon. Première option, très important ou très importante. Vous voyez, il y a une option One Click Admin. Je suis sur le site A parce que c'est sur lui que je veux travailler, sur le site A. Je vois, il y a une option One Click Admin. One Click Admin. Cette option-là me permet de ne plus mettre de mot de passe si je travaille en local. Et si mon mot de passe est compliqué ou je n'ai pas enregistré dans mon navigateur ou à chaque fois que je veux me connecter, on me dit de mettre mon mot de passe, mon identifiant. Ça peut devenir embêtant, ça peut devenir ennuyeux, ça peut devenir, voilà. Donc, pour éviter que local, que votre site, à chaque fois que vous voulez vous connecter au tableau de bord, pour éviter qu'il vous demande des mots de passe, vous activez ceci, One Click Admin. Vous l'activez, vous patientez. Il faut que votre nom d'administrateur apparaisse. Une fois que c'est bon, vous êtes sûr que maintenant, il ne va plus vous demander de mots de passe en local avant de pouvoir travailler sur votre site web. Ok, ça c'est la première option. Deuxième option, cette fois-ci, je veux quitter local. Je veux quitter local. Je veux maintenant visiter mon logiciel WordPress. Pour visiter mon logiciel WordPress, je dois me rendre dans le tableau de bord. Pour me rendre dans le tableau de bord, j'ai ce bouton WP Admin. Ce bouton me permet d'accéder au logiciel WordPress dans le tableau de bord. Donc, je clique dessus, clac WP Admin. Et il m'ouvre WordPress dans le tableau de bord en mode admin. Voilà, c'est à cause de lui là, on a fait tout ce tralala là, c'est à cause de ce logiciel. Vu que lui ne s'installe que sur serveur et qu'il ne s'ouvre que dans un navigateur web, c'est à cause de lui là qu'on a fait tout ce parcours. Voilà le logiciel même en question. Voilà dans quoi on va travailler à la suite de cette séance. C'est seulement ici on va travailler jusqu'à on va finir. Donc c'est à cause de lui qu'on a dû passer par local. Ok, on a vu le bouton WP Admin qui nous permet d'accéder au tableau de bord de notre logiciel. On a aussi Open Site qui nous permet de voir le front-end. Vous vous souvenez des 2 parties dont je vous parlais pour un site web. La partie d'administration, le back-end. La partie publique, le front-end. Donc si je clique sur Open Site, je tombe sur la partie publique. Évidemment, ça, on n'a pas encore commencé à créer un site. Donc on a un truc bizarre. Mais ce truc bizarre là, si on vous dit de créer ça, vous allez prendre 3 mois si vous voulez coder. Parce que c'est avec des communications client-serveur. Il y a pas mal de langage ici. Vous le voyez bizarre comme ça. Imaginez si vous voulez maintenant créer un vrai site. Un site bien designé. Avec des fonctionnalités poussées si vous voulez coder. Donc ça là, c'est une équipe de WordPress qui a conçu ça. C'est un vrai site officiel. Ah, restez là-bas. Donc bon, ça ce n'est pas un site que nous on veut créer. Alors, ça c'est le front-end, ça c'est le back-end. Front-end, back-end, front-end, back-end. Mais ce n'est pas fini. Je ferme le navigateur. Je suis dans local. Je ferme local. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Je me suis réveillé aujourd'hui. J'ai déjà créé mon site auparavant. C'est-à-dire, j'ai déjà installé WordPress auparavant, j'ai fermé et puis je reviens travailler, je reviens continuer à travailler dans mon logiciel WordPress. Ok. Je viens, soit au bureau, soit dans la liste des logiciels, je trouve local, je le lance. Voilà, je l'ai lancé. Alors, je prends mon entreprise, le site sur lequel je veux travailler. Je lance Start Site. Bien sûr, vous pouvez directement cliquer sur le bouton WP Admin et il va lancer le processus. Mais des fois, il ne prend pas vite. Vous pouvez tomber sur une page d'erreur dans le navigateur. Donc, assurez-vous de lancer normalement le processus. Donc, j'ai WP Admin ici pour travailler sur mon site. Allez, clac, et puis c'est bon. Voyez? Donc, prochainement, dès que vous ouvrez local, c'est juste pour cliquer sur un bouton et de quitter. Donc, j'ai ouvert local, allez, je clique, et puis c'est fini. J'ai oublié local quelque part là-bas. Voilà à quoi sert local. Ok, donc le rôle de local est terminé pour l'instant. Lui, on l'ouvre, on lance notre logiciel, c'est tout. Maintenant, je suis dans WordPress. Et dans WordPress, je vois bienvenue, oui, c'est bon, la version du logiciel, c'est bon. On va parler un peu de l'interface. Très simple comme utilisation, très très simple. Regardez, vous voyez une bande noire en haut. La bande noire là, on appelle ça la barre d'outils. Donc quand je dirais allons dans la barre d'outils prendre quelque chose, sachez qu'on doit voir dans la bande d'en haut, la bande noire d'en haut. Vous voyez cette barre d'outils là, vous allez voir le nom de l'entreprise ici, quelque part ici, à sa gauche, le nom de l'entreprise. Si vous cliquez dessus, clac, vous tombez sur le front-end, tombez sur la partie publique. Encore dans la barre d'outils, si je clique sur le nom, clac, je tombe dans le tableau de bord. Donc quand je vous dirai allons au front-end, pas la peine de revenir dans local pour cliquer sur Open Site afin d'aller au front-end. Quand je dirais d'aller au back-end, pas besoin d'aller encore dans local pour venir cliquer sur WP Admin pour aller au back-end. Il vous suffit tout simplement de switcher entre clac, ou vous faites clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, vous avez les deux côte à côte. Clac, ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous avez les deux côte à côte. Ok. Ça, c'est la barre d'outils. Et ça a d'autres options. Lui, c'est de raccourcir. Toutes les options qui sont dans la barre d'outils sont ici. En fait, on met dans la barre d'outils des options les plus souvent utilisées. Et ce n'est pas nous qui le mettons. Par défaut, chaque élément qu'on va mettre dans WordPress va ajouter, vous allez comprendre plus tard. Donc ici, il va mettre des options les plus souvent utilisées. Comme ici, créer un article. Sinon, ici, on a encore créé un article qui est ici. Ajouter un article. Ici, on a créé une page. On a aussi page, créer une page. Donc, au lieu de fouiller, s'il y a plusieurs éléments, ils vont mettre des éléments que vous allez utiliser très souvent ici. Maintenant, voyons cette bande noire qui est à gauche. C'est la barre des menus principaux, des menus d'administration. C'est la bande des menus d'administration. On a la barre d'outils en haut, la barre des menus d'administration ici. Menu d'administration, c'est très important parce qu'il y a d'autres types de menus dans WordPress. On va voir tout à l'heure des menus de personnalisation. C'est un autre type de menu. Donc, on a menu d'administration. Quand je vous dirai aller au menu d'administration, accueil. Voilà, donc on a menu d'administration, tableau de bord. On a sous-menu accueil, sous-menu mise à jour. On a menu d'administration article, sous-menu ajouter, sous-menu catégorie. Menu d'administration média, menu d'administration page, sous-menu toutes les pages, sous-menu ajouter une page. Menu d'administration commentaire, ainsi de suite. Si je prends menu d'administration réglage, setting, pour ceux qui sont en anglais, setting, menu d'administration, setting ou réglage. Pour ceux qui sont en anglais, je veux aller changer la langue, d'accord? Alors, comme dans tout logiciel, je rentre dans paramètres et puis je cherche où se trouve la langue.
comme ceux qui utilisent téléphone, smartphone, si ça vient avec anglais, vous ne savez pas de base où se trouve la langue vraiment, mais vous tombez dans paramètres et puis vous savez. Là, on parle de paramétrage intuitif. C'est ce qui se passe aussi dans WordPress. Regardez, je suis allé dans Settings, paramètres. D'accord? Alors, si je viens en bas, je vais voir, on me demande langue du site quelque part. Ici, langue du site. Langue du site, je prends la langue que je veux. Je peux prendre cette langue. J'espère que je ne vais pas prendre cette langue. Je ne vais plus trouver où changer. Hein. Bon, je vais prendre quand même. Voilà, j'ai changé la langue. Donc, si je viens, bang, bang. Ah, c'est ici. Voilà, donc je peux changer à nouveau la langue. Bien, pour changer certains éléments dans WordPress, vous aurez besoin de connexion Internet. Oui, Fernando, là, ton problème, c'est à voir en privé. Il faudra qu'on revoie, qu'on accorde d'autres autorisations, parce que l'antivirus avait déjà mis en quarantaine des fichiers, avait déjà mis en cache des instructions. Donc, peu importe que tu l'as désactivé plus tard, lui, il a déjà mis en cache, il a déjà donné des consignes qui sont actuellement en fichier temporaire, en mémoire cache et en plein d'autres éléments. Donc, on va devoir autoriser manuellement, on devrait faire des actions manuelles, donc en privé. Si on veut le faire ici, c'est 30 minutes, 15 minutes. Ok, je disais quoi? Where am I? Where is it? J'étais où déjà? Ah, on était au niveau de la langue. Je disais, pour changer certaines options dans WordPress, vous aurez besoin de connexion Internet. Par exemple, pour la langue, j'ai besoin de télécharger des fichiers de traduction de la langue. Donc, vu que je dois télécharger ces fichiers de traduction, j'ai besoin de connexion. Pour d'autres éléments aussi, à chaque fois que vous aurez besoin de connexion pour télécharger quelque chose, je vous le rappellerai. D'accord? Parce qu'il y a des moments où vous aurez besoin de télécharger des éléments dans WordPress, des éléments nouveaux. Ok, qui a pu changer la langue? Viens. Tu vas aller chez moi. Tu vas aller chez moi. D'accord, vas-y. Faut pas pleurer là-bas. Parfait. Donc, c'est aussi simple que ça. Ah, il y a des gens qui exploraient déjà avant nous. C'est bien. Les explorateurs et exploratrices. C'est très bien. Alors, je suis dans Réglages. D'accord? Cette fois-ci, je vais vous montrer à quel point WordPress est facile. Et tout au long des jours à venir, vous allez voir qu'il vous suffit d'un coup de pouce. Il faut mettre vos pas quelque part et vous allez voir que, ah ok, et puis c'est bon. Donc déjà, regardez la facilité d'utilisation de WordPress. Dans Réglages, je n'ai que des questions et réponses. On me pose des questions et moi je dois y répondre. On me dit le titre du site. Ah, je mets le titre du site, le nom du site, le nom de l'entreprise, le slogan. Bah, je mets le slogan. S'il n'y en a pas, je laisse. L'icône du site, je mets le logo là-bas. L'adresse, donc le nom de domaine, ça on en parlera après. L'email d'administration, je mets l'email. Est-ce que les gens doivent s'inscrire sur le site? Tout le monde peut s'inscrire? Oui ou non? Moi je mets oui. Le rôle par défaut, est-ce que les personnes qui s'inscrivent là, ils sont abonnés ou bien ils sont administrateurs? Bien sûr, ils vont être abonnés. Oui. À moins que vous créez un site pour tous les administrateurs. Ben voilà, il n'y a pas de faux abonnés. Langue du site, je mets. Fuseau horaire, je vais mettre Lomé. Voilà. Date, je vais mettre 18. Ouais, ça me convient. Heure, je mets 16, ça me convient. Début de la semaine, lundi, enregistré. Ouais. On ne m'a pas demandé domaine de définition de quelque chose. C'est des questions et réponses. Alors pour rappel, je vous dis, c'est quoi WordPress? WordPress, c'est un logiciel dans lequel vous ne ferez tout simplement que répondre aux questions, faire des glissés-déposés, des choix d'options et des importations. C'est tout. Il n'y a rien d'autre.
Maintenant, continuons à observer. Vous voyez dans Réglages, quand je tombe directement dans Réglages, je vais dans le premier sous-menu, comme partout. Sinon, si je viens sur Page, je viens en même temps dans son premier sous-menu. Dans Réglages, je pouvais venir moi-même et prendre le sous-menu que je veux. Donc, je peux aller sur Général, je peux aller sur Écriture, je peux aller sur Lecture, ainsi de suite. Donc, ce sont des sous-menus de réglage. Et à chaque fois, c'est toujours des questions-réponses. Donc, je ne fais que répondre, choisir ce que je veux. Ok. Prenons articles. Articles, ce sont les articles qui sont sur le site. Des articles, c'est ce que tu publies régulièrement, comme actualité, comme activité, comme article de blog. Voilà, donc ce sont des articles. Ouais. Actuellement, je n'ai qu'un article dans la liste. Donc, ils ne vont pas laisser ça vide, donc ils ont proposé quelque chose. Donc, j'ai un truc vide et un truc par défaut. C'est pour ça, si vous avez laissé ça directement en ligne, les robots d'indexation vont commencer par mettre ces éléments-là que c'est pour vous. Si quelqu'un vous recherche, il va dire bonjour tout le monde, il va mettre ces éléments. C'est pour ça qu'il faut travailler en local, on fait tout et on met en ligne. Maintenant, quand je vois dans la liste des articles, j'ai un seul élément. Je peux voir que je peux ajouter un article. Et j'ai un sous-menu aussi qui est ajouté ici. Et au niveau de ajouter, je vois juste que je suis dans un élément comme Word. On me dit quel est le titre. Je peux mettre article. Article 1. Ça, vous ne le faites pas avec moi. Je vous fais explorer, je vous fais visiter WordPress. D'accord? Je vous fais montrer à quel point c'est facile. On va faire tout ça demain. On va le faire pas à pas. Donc, je vous montre juste qu'il suffit de l'explorer. Je mets le titre. Ensuite, on me dit de mettre le contenu. Donc, ceci est un article. Par exemple. Et puis, je peux ajouter des photos. Je peux ajouter image et j'importe, je traverse l'image et puis je publie. Vous voyez, il n'y a nulle part ici où si on me dépose, je ne peux pas m'en sortir. Donc après on me dit de voir l'article, je peux voir l'article. J'ai publié article 1, ceci est un article. C'est tout. Si je reviens dans WordPress, je vois cette fois-ci que j'ai deux articles, article 1 et article que j'avais. Je vois des paramètres, des options. Ce sont des choses que je comprends. On me dit ici, je peux voir. Donc, je peux essayer de faire un clic droit et d'aller voir. Donc, j'ai vu bonjour tout le monde. Si je reviens, moi, j'évite d'appuyer directement pour ne pas retourner en arrière plus tard. Donc, j'ouvre dans un nouvel onglet. On me dit, je peux supprimer en corbeille. Donc, je sais que je peux supprimer si je clique. Voilà, j'ai supprimé. Mais il est dans la corbeille. Vous voyez que ici, il y a des onglets publier corbeille. Donc, ici, j'ai toujours la liste. Je peux modifier. On me dit modifier. Je peux cliquer et modifier. Et continuer à travailler dessus. Je peux modifier rapidement en changeant le titre et la date de publication. C'est très facile à comprendre. Et je peux ajouter un article. Je peux voir les catégories d'articles. Et où est-ce que je peux classer les catégories d'articles? C'est dans article. Dans article ici, quelque part, on me demande cet article-là, il est de quelle catégorie? Ce sont des questions, réponses. Quelle est la couverture de l'article? Maintenant, allons dans médias. Au niveau de médias, ce sont les images et photos, documents que j'importe ici. Tout ce qu'il y a comme fichier, c'est comme la galerie. Là, je peux ajouter un média. Donc, si j'appuie sur ajouter, on me dit de sélectionner. Si je clique et que je vais dans quelque part, je peux sélectionner ceci. Voilà, je viens d'importer une photo. Si je clique sur la photo, je le vois, on me dit si je peux supprimer, si je peux télécharger. Ce sont des éléments, voilà. Je peux voir ici un sous-menu, ajouter un fichier, ce que je venais de prendre ici. Je vois page. Dans page, je vois la liste des pages. Ça ressemble goutte ou bien goutte à ce que j'avais vu au niveau de l'article. J'ai deux ici. Je peux essayer de voir page d'exemple. Si je reviens en arrière, je vois modifier. On me dit page d'exemple ici. Je peux décider de l'appeler tout court exemple. Moi je viens, je supprime et je l'appelle exemple. Où je peux modifier des choses ici à l'intérieur.
Donc, c'est pour vous dire, l'exploration de WordPress, ça, vous pouvez vous amuser avec avant demain. Vous pouvez supprimer des choses, ajouter des choses, voir comment, pour vous rendre compte à quel point c'est juste des questions-réponses, à quel point c'est juste des choix d'options, des importations et des saisies, des glissés-déposés. Donc, ouais, je peux ajouter une page. Sous-menu, commentaires, les commentaires que les gens feront. Par exemple, si je vois au niveau de article ici, les gens peuvent déposer un commentaire. Si je dis cool par exemple comme commentaire, je viens de laisser un commentaire qui est là. Les gens peuvent y répondre. Et si je reviens dans commentaire, je vois que le commentaire que je viens de mettre a été... Voilà. Je peux désapprouver le commentaire, supprimer le commentaire, mais sans indésirable. Ouais, jusqu'à présent, vous voyez que les menus qu'on explore, c'est rien de magique, c'est rien d'extraordinaire. Apparence, on en parlera demain, le design de notre site. Si je prends cette apparence par exemple et que je reviens actualiser mon site, voilà, donc le design qu'on avait n'est plus pareil, mais on en parlera demain. Si je prends extension, sont les fonctionnalités que vous pouvez ajouter, que vous pouvez étendre, que vous pouvez améliorer. Les comptes, il y a combien de comptes actuellement? Un seul compte. Je peux modifier ce compte. Juste des questions-réponses. Quel est son prénom? Je mets le prénom. Quel est son nom? Je mets le nom. Quel nom doit s'afficher? Quel est son email? Est-ce qu'il a un site web? À propos de lui, voilà, c'est son mot de passe. Si je reviens ici, je peux ajouter un compte, créer un compte à quelqu'un moi-même. Si la personne ne peut pas s'inscrire sur le front-end, on me dit son identifiant, je mets l'email, je mets son prénom, son nom. Est-ce qu'il a un site? S'il n'a pas, je laisse vide. La langue, sa langue, je mets le mot de passe. Je fais un pas défaut, je lui donne, il change lui-même. Mon profil à moi-même, les outils, importer. Je peux importer ce que j'avais exporté. Je peux exporter les données de mon site. Les réglages. Vous voyez, on a exploré tout ça et il n'y a rien qui est apparu étrange. Maintenant, demain, qu'est-ce qu'on verra? Demain, nous allons aborder comment créer concrètement notre premier site. Comment designer notre site. Comment obtenir un design propre, clean. Donc demain, nous allons créer un site vitrine. J'espère que vous serez là avec nous demain aussi pour continuer l'aventure. Avec ce que vous venez de voir, vous remarquez que certainement WordPress ne serait pas compliqué du tout.